93.1. Taxi FM, premier sur l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin sur la radio. La grande messe de ce vendredi, ce sera avec l'équipe du jour, Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Petiesi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté du journal Alternative et Tchanyao Arimiao du journal Nouvelle Opinion. Avec eux, nous reviendrons sur l'actualité politique de notre pays avec la question du dialogue. Les leaders de l'opposition étaient cette semaine à Conakry et à Accra. Une proposition du 23 janvier pour le démarrage du dialogue politique au Togo, tout cela sous réserve, n'est-ce pas, de l'avis du président de la République renseigne-t-on. On reviendra sur le sujet. Nous parlerons également du statut de Jérusalem. Le Togo avait récemment voté pour ce statut-là et aujourd'hui, la remarque notée ce matin dans la presse togolaise, le confrère Liberté et l'Alternative reviennent sur les représailles de certains fonds, beaucoup plus de la Banque islamique de développement. On aura l'occasion de revenir sur le sujet. Et puis sur la dernière sortie de Donald Trump, une insulte ou une dose d'objectivité du dirigeant américain. Je demanderai l'avis de mes confrères en studio. Taxi FM, toujours premier sur l'info. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Nous allons commencer par le quotidien Liberté. Liberté qui évoque la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les conséquences du vote du Togo à l'ONU. La BID notifie aux autorités togolaises l'arrêt des financements des projets prévus pour 2018. Des milliards s'envolent. D'autres bailleurs arabes menacent, s'exclame le confrère Liberté. On lira l'article à la page 3. Et cette interview de Jean-Pierre Fabre qui fait le point sur la tournée de la coalition à Conakry et à Accra. Les présidents Condé et Akufo-Addo sont disposés à aider le Togo à sortir de la situation, a-t-il relevé. Et puis la polémique sur la mort des 2 militaires à Sokodé, indignation sélective et réquisitoire d'Agadazi contre Achadam et le PNP, les curiosités de la réaction du colonel et ministre DG, c'est à lire dans le journal. Il y a aussi le quotidien Forum de la semaine qui évoque la sortie du ministre Urokura Agadazi qui persiste et signe. Tikpi Achadam est dans la logique djihadiste avec l'intention d'instaurer la charia. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. L'article est à lire dans le journal tel que relevé par le journal Forum de la semaine, bien entendu. Et puis sortie de crise au Togo, Agbeyome Kodjo qui dit la classe politique doit s'engager sur la voie de l'armistice. C'est à découvrir dans le quotidien Forum de la semaine. Les autres journaux aussi, on en a parlé un petit peu le matin quand même. Il y a le Tonnerre, Tom Nyansa, Théo Nyamsa, voilà, c'est ça, pour bien parler la langue. Dialogue politique togolais, enfin, la date connue. Gilbert Bahara qui dit la finalité demeure les réformes. Et le professeur David Dossé qui prévient, lui, les politiques contre l'échec du dialogue. C'est à découvrir dans le journal. Il y a l'Alternative aussi dans les kiosques ce matin. Statut de Jérusalem et vote du Togo à l'ONU. L'heure des représailles. La BID suspend le financement de plusieurs projets et une mission de sauvetage attendue à Jeddah. C'est ce que révèle ce matin le journal qui revient également sur la crise politique avec le dialogue. Toujours l'incertitude, note-t-on dans le journal l'Alternative. Il y a Social Info, le mensuel d'information qui évoque les activités de M-Afrique en 2017. Bilan très satisfaisant, relève le journal. Et puis la mise en œuvre des ODD au Togo, des efforts encore insuffisants. Et aussi, on parlera de la série de lancements et d'inauguration des projets sociaux par le chef de l'État. Ce que pensent les Togolais, c'est ce que relève ce matin le journal. Il y a aussi le journal Canal D qui est aussi dans les kiosques. Canal D qui parle de la résolution de la crise socio-politique au Togo après l'équilibre de la terreur. Les choses se précisent pour le dialogue togolais. Et puis l'autre journal, le bi-hebdomadaire, l'éveil de la nation, résolution de la crise au Togo. Mesures d'apaisement, prélude au dialogue, la main tendue du pouvoir bute sur le radicalisme de l'opposition.
Et puis, par rapport toujours à la crise, la vérité du ministre Bawara, là on est dans le secteur de l'éducation, la vérité du ministre Bawara aux responsables syndicaux qui doivent désormais prendre leurs responsabilités. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi le journal Togo Réveil qui est dans les kiosques ce matin. En confidentiel, titre le journal, de Conakry à Accra, ce que la délégation de la coalition est allée négocier. Vous lirez cela. Et puis par rapport donc à l'insécurité, au djihadisme et assassinat de 2 militaires à Sokodé, le ministre Agadazi, très furieux contre Tikbi Atadam, Jean Kissi et Antoine Folly. Et puis, Vérité des peuples, le confrère qui évoque la date du dialogue, du 23 au 26 janvier prochain. Tout cela reste à confirmer quand même. Et puis, les manifestations politiques du Parti Unir dans les 5 régions du Togo, samedi dernier. Une mobilisation pour soutenir la politique de Faure Gnassingbé, écrit le confrère. Alors, vous comprenez que dans les kiosques ce vendredi, il y a, outre Vérité des peuples, il y a Togo Réveil, l'éveil de la nation, Liberté, Forum de la semaine, Social Info. Vous avez Canal D aussi qui est dans les kiosques, l'Alternative. Nous avons aussi Théo Nyamsa, le tonnerre, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Retour en studio avec mes confrères. Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Abi, bonjour. Bonjour confrère, bonjour auditeurs, auditrices. Votre micro. Bonjour confrère, bonjour auditeurs, auditrices. Merci de nous avoir rejoints. Tchaniao Arimiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Bonjour Tchaniao. Eric, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce vendredi. Bonjour, on peut le dire, Jean. Ouais, bonjour à nous tous ici présents musulmans et au reste qui nous écoutent en ce moment. Parfait. Bonjour Ferdinand Haïdé. Bonjour Eric, bonjour à tous. Je voulais chambrer juste un petit peu Tchaniao. Vous avez compris? Oui, non, il est à la mosquée tout à l'heure à 13h. S'il ne va pas, je vais l'attacher. Je vais l'attacher pour amener. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour aux amis qui sont à l'écoute. Très bien. On permettra à Fabrice de s'installer confortablement avant de lui donner la parole. Mais il y a quand même en fait nos routes. C'est vrai que pendant des années, on a évoqué le cas de la route Lomé-Vaughan en foin et tout ce que vivent les riverains. Vous en faites partie, Abi Alpha, puisque votre rédaction est sur cette voie. Mais aujourd'hui, on voit que plusieurs tronçons à l'intérieur de la ville de Lomé, bon, vous pouvez parler du Grand Lomé ou puis de la préfecture du Golfe également, il y a des soucis. Et ça, vous avez voulu le relever déjà ce matin. J'ai voulu faire un coup de gueule. D'abord, pour commencer par le pavé de Djidjolé. Quand tu parcours ce pavé actuellement, il y a juste en face de la pharmacie Djidjolé. Oui. Il y a un affaissement de pavés et carrément, les riverains sont obligés de faire bloquer la route sur une 500aine de mètres pour que les gens contournent parce que les gens risquent vraiment de se casser le nez là-bas. Quand tu quittes là-bas, il n'y a pas plus que 2 mois, c'était en face du commissariat de Djidjolé, un peu en bas. Quand tu viens prendre le carrefour Aboudassement en allant vers le carrefour Togosel, c'est mon quartier. Il y a en l'espace de 2 mois jusqu'à 3 niveaux là-bas d'affaissement qui créent des soucis aux riverains. Tu sais, quand une route est lancée pour être construite, vous allez voir une période de temps mort. C'est ça les techniciens appellent la période de déplacement des réseaux. S'il y a entre-temps les câbles électriques qui sont passés par la route doit passer, il faut déplacer. Mais surtout, au niveau des tuyaux de la régie, il faut déplacer tout ça là. Mais apparemment, quand les gens construisent nos routes, je ne sais pas à quel type d'entreprise ils mettent. Ils remettent le déplacement des réseaux, surtout au niveau de la régie. Parce qu'au niveau de la CT, on ne parle pas encore. Parce que quand tu vas aussi sur le Grand Boulevard, au niveau de Lyon, actuellement, juste en face de la station Total Minamadou, il y a un affaissement là-bas aussi. Peu avant ça, en face du lycée d'Agouaï, il y avait un affaissement. Et ça, c'est obligé de susciter de grands travaux qui déforment la route. Cette partie de la route devient un danger. Et quand ça se fait comme ça, on se dit, bon, maintenant, les entreprises qui, entre-temps, ont eu à exécuter la route, elles ont disparu. Parce que c'est un peu difficile qu'on comprenne.
ce n'est pas que la route a fait son temps, parce que les routes ont une durée de vie. On dit que cette route, par rapport à ce que tu as donné, par rapport aux données techniques, au cahier de charges, cette route doit faire 5 ans ou bien 10 ans. Et quand après 5 ans, 10 ans, elle souffre, tu ne peux plus appeler l'entrepreneur. Mais ici, c'est des routes qui ne font pas encore 3 ans. La route qui passe devant Aboud Osman là-bas, la réception n'est même pas encore faite. Apparemment parce que l'autorité boude la qualité des travaux. La réception n'a pas été faite. Okay. Parce que ça a été, le grand chantier a été remis à Sossou, qui a fait une partie, la partie qui quitte, je crois bien, le carrefour vers Corto là-bas, en venant vers la HAC, bitumé, c'est Sossou même qui a fait ça, et je crois que depuis là-bas, ça ne souffre pas de grands soucis. Mais il a sous-traité à partir de chez l'ancien préfet, Katakpaou jusqu'à chez Aboud Osman, il a sous-traité à quelqu'un, là-bas c'est une calamité. C'est une calamité. Et l'ensemble jusqu'à présent n'est pas encore réceptionné. Oui. On n'est pas technicien pour savoir quel est vraiment le problème. Et quand on voit aussi ce que Secours a fait au niveau du carrefour de Lyon là-bas, le grand boulevard là, quand on fait une route comme ça, bon, c'est vrai, avec les yeux de profane, quand nous on regarde, on dit que Secours a fait un bon travail ici. En tout cas, c'est la première impression que ça donne. Mais quand derrière ce bon travail, en milieu de 1 an et demi, 2 ans, on est obligé de recreuser pour replacer les tuyaux, mais il y a problème. Il y a problème. Bien. Donc moi je pense que on doit réfléchir. Ceux qui ont fait les travaux, je pense que c'est des instances qui sont des établissements qui sont reconnus, installés, elles sont encore là. L'autorité qui a supervisé est là, même si entre temps les pots de les dessous de table sont passés par là, ça n'empêche pas que on appelle le responsable à la raison, parce qu'on ne peut attendre qu'un officier ou bien un ministre meure là-bas avant que on vienne. Ouais, très souvent, c'est quand les autorités sont touchées qu'ils pensent que quelqu'un est touché. Quand c'est toi et moi, ça passe inaperçu. Je vais te donner les exemples. Bon, non, c'est bon. On a compris. Ferdinand Haïté, c'est un vrai problème quand même. Hein? Oui, mais je crois que... En dehors des tronçons ou des cas relevés par Abi Alpha, il y en a d'autres, plusieurs partout en ville, endroits. L'entretien de nos routes devient un grand souci. Ce qui se trouve en face de la pharmacie de Jidolé là-bas, c'est un danger de mort, franchement, parce que ça fait 10 jours que ça dure. Normalement, les services des TP devaient déjà repérer ça, parce que ceux qui quittent la ville pour rentrer à la maison le soir, vers Torti, tout ça, ils sont tellement nombreux qu'arriver à ce niveau-là, il y a un embouteillage terrible. Il a même fallu que les riverains mettent les branches voilà, pour prévenir les gens, parce qu'il y a des motos qui sont tombées dedans. Il y a eu plusieurs accidents à ce niveau. Surtout la nuit où des fois on oublie que devant il y a un problème. Voilà. Et donc je pense que c'est un cri d'alarme que nous lançons. Tout le monde peut être victime, mais pas seulement nous qui parlons ici, tout le monde. Donc les services techniques du ministère des TP doivent vraiment sortir de leur bureau pour venir vraiment régler ce problème au plus vite. Normalement, dans certains pays, c'est la nuit qu'on fait ça. Le lendemain, tout est OK, les gens circulent. Là, ça fait déjà 10 jours. C'est au beau milieu de la route. C'est quand même un grand danger. Aujourd'hui, les gens ont dû mettre des branches pour des troncs d'arbres. Des troncs d'arbres pour une déviation sur 100 mètres. Donc, je pense qu'il faut régler ça. Et puis, bon, un peu partout en ville, on a ces situations. Et puis, il y a des accidents aussi sur la route de Sagbado, comme tu le dis. Cette route est totalement dégradée. Oui. Et maintenant... Même ce matin, il y a des jeunes qui plâtrent des endroits. Si vous conduisez sur cette route, il faut vraiment être prudent, sinon vous ramassez un piéton ou, je sais pas, un motocycliste. Donc, ce genre de choses, il faut les corriger. Mais les travaux qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens, comme Didjolé, les 2 Lions, tout ça, je crois que les services des TP doivent vraiment rapidement régler ça ce week-end pour que les gens puissent circuler normalement. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ce sujet? Oui, mais je crois que c'est vrai qu'une route peut avoir des problèmes à un niveau, mais ce qui choque, c'est le temps qu'on met pour la réparer. Je crois que c'est surtout ça le problème. Sinon, un sinistre, il en est de même parfois pour les poteaux électriques qui tombent parce que un véhicule a cogné ou quelque chose comme cela. C'est-à-dire on met trop de temps pour rétablir la circulation qui devrait devenir normale. Et à part les cas dont les confrères ont fait cas, il y a aussi un autre truc. Ça paraît bénin, inaperçu, mais je crois que c'est aussi dangereux quand vous prenez la route qu'on appelle communément la route Y, c'est-à-dire quand vous dépassez Limousine, vous voulez aller vers Adido Gomé,
Et la route est tellement bien faite, mais il y a un petit souci quelque part. Je ne sais pas si c'est un caniveau qui sait. En fait, quand vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber. Voir un de vos pneus voilà. se retrouver. Donc il y a un endroit comme cela, là-bas, c'est un peu dangereux. Et je crois qu'il faudrait mettre en place un mécanisme qui va faire de telle sorte que... De contrôle régulier sur nos voies. Oui, d'alerte surtout, pour que... ou bien on attend que la presse alerte d'abord avant que peut-être l'autorité... Il y a ce problème-là au niveau de plusieurs services. Je prends l'exemple parfois de la régie. Il y a des tuyaux qui se cassent, l'eau coule abondamment pendant longtemps avant qu'on intervienne. Je crois qu'il faut avoir des mécanismes où même quand ça se passe, on alerte rapidement. Oui, mais au niveau de la régie, par exemple, excusez-moi, mais on a mis quand même un numéro vert. Mais le problème, c'est que ce numéro vert, vous appelez, oui, c'est ça le problème. Vous signalez ça pendant plusieurs jours, personne ne vient réparer. C'est idem pour la société. Par ça, vous allez voir les câbles qui traînent au sol pendant longtemps. Et parfois, même les riverains sont obligés de maintenir ces câbles-là avec des moyens qui ne sont pas aussi prudents parce que c'est de l'électricité et tout cela. Je crois qu'un sinistre peut arriver, mais le temps qu'on met pour le réparer, c'est surtout ça qu'il faut revoir pour que ça aille beaucoup plus vite. Non, bon, je crois que les confrères ont dit beaucoup là-dessus. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est beaucoup plus d'attirer l'attention des autorités de ce pays à faire en sorte que lorsqu'il y a de ces sinistres sur nos routes, qu'ils puissent venir à temps les réparer et qu'ils puissent également éviter les dégâts que cela a souvent causé. J'ai vu de mes yeux au niveau d'un carrefour de Minamalou. Oui. Il y a eu un accident grave que j'avais vu parce que la route s'était affaissée à un endroit et puis jusqu'aujourd'hui je continue par passer à ce lieu-là. C'est toujours comme ça. Existe, personne n'est venu et donc je crois que ceux qui ont en charge l'entretien de ces routes-là, le ministère des Travaux publics, il y a des gens qui empruntent les mêmes routes, ils voient l'attroupement, ils voient tout ce qui se fait, mais jamais leur conscience ne leur dit rien. Et ici, c'est le lieu d'interpeller toutes ces personnalités-là et de leur dire qu'il est temps qu'ils essayent. Ça existe toujours. Ça existe. Oui, ça finance l'entretien routier. C'est supposé financer l'entretien routier. Oui, bon. Mais pas dans la capitale, je crois. Je pense que c'est sur les routes. Oui, parce que surtout au niveau de la capitale, peut-être ça pose aussi problème. Il y a la mairie, il y a les TP. Et bon, finalement, c'est pas exactement. Il y a la mairie, il y a la préfecture. Et donc, c'est pourquoi nous interpellons toutes ces personnes-là qui sont engagées. Elles n'ont qu'à se consulter pour savoir celle qui est vraiment concernée. Venir quand même réparer les routes. Vous allez sur les pavés de Bepota. Bepota, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Des pavés qui sont complètement arrachés. C'est la catastrophe. C'est même pas des affaissements. C'est des digues, je ne sais même pas comment les appeler. Et puis ce qui est intéressant, parlant de la SAFER, ils ont une fois effectué une mission en Afrique du Sud avec plusieurs entités. Bien sûr. Où ils sont allés voir un peu comment le réseau routier fonctionne en Afrique du Sud, s'inspirer pour venir voir qu'est-ce qu'on peut copier, les innovations, que ce soit au niveau... Mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils ont été. Oui. Depuis. Et là, moi j'ai eu la chance d'être dans la délégation. Voilà. Et là, il y a eu un truc un peu particulier qu'on a visité, c'est-à-dire le système de radar qu'ils ont mis un peu au niveau de Johannesburg, qui leur permet de voir quel problème, les systèmes d'alerte. Et là, ils nous disaient qu'à chaque fois qu'il y a un problème sur une route, ils ont 13 minutes pour dégager la route, c'est-à-dire rétablir la circulation normale. Que ce soit un feu tricolore qui est défaillant, que ce soit un véhicule... peut-être qui a un souci, un pneu crevé, qui bloque un peu la circulation. C'est-à-dire qu'ils ont un mécanisme. C'est vrai qu'ils sont très avancés. Oui, mais je crois que... À part la peau noire dans le pays, Afro-Tu, c'est un pays occidental. Oui, mais il y a quand même... et quand tu prends aussi la superficie de Johannesburg, c'est pas également Lomé. Donc, parce qu'aujourd'hui, même avec le système, avec le WhatsApp, les gens alertent. C'est ce qu'on dit. C'est pas que les gens n'ont pas l'information qu'il y a problème ici. Ils l'ont, mais ce qu'on met un peu du temps. Ils n'ont qu'à un peu faire... c'est comme ce que les sapeurs-pompiers font. C'est vrai qu'ils arrivent un peu en retard, mais au moins, ils essayent d'arriver quand même. Donc, je crois qu'il faut mettre sur pied un mécanisme comme cela, surtout qu'aujourd'hui, la ville... donc, dans un quartier, quand il y a un truc, que ce soit au niveau de la régie, la société ou un accident ou un feu,
tricolore qui est Oui, parce que je voulais aussi évoquer le cas des feux tricolores, parce qu'il y a plusieurs endroits. Ah oui, je vous donne la parole, excusez, passez un peu. Plusieurs endroits dans la ville de Lomé, il y a des feux qui ne marchent pas. Quand ça marche, c'est 2 jours, 3 jours, et puis après. Eric, je crois. Au rond-point du Togo, il y a carrément l'ampoule qui est sortie et qui est suspendue comme ça. Tout le monde Eric, il faut, pour terminer le sujet des routes là, il faut que je dise que c'est vrai, une chose c'est de venir faire, l'autre chose c'est que ce soit fait par des professionnels. Qu'est-ce qui se passe souvent? J'ai très souvent pris le temps de suivre comment ça se répare. C'est une entreprise de ponts et chaussées de route qui a construit la route. Bien sûr. Nous croyons qu'elle est légalement construite, elle existe en territoire togolais. Et elle est professionnelle. Et quand il y a une panne comme ça, d'affaissement qui est liée à la technicité de la route, c'est elle qui revient. Mais puisque entre-temps, la panne est liée à la régie, c'est normal que les techniciens de la régie viennent remettre leurs tuyaux. Mais ça se fait de façon à ce que quand les techniciens de la régie viennent remettre leurs tuyaux, c'est eux-mêmes qui se débrouillent pour colmater l'endroit là-bas et ils partent. C'est-à-dire le génie civil de la route ne revient pas pour remettre à jour la route. Ça fait que partout où il y a ces affaissements, la route devient une calamité à vie là-bas. Parce que les techniciens de la route ne sont pas revenus faire pour que la route reprenne son niveau. Donc je crois qu'il faut qu'on attire l'attention sur cet aspect-là. Soit on nous dit que c'est des entreprises comme ça que les gens ont attrapé de circonstances pour faire des routes parce qu'il y a l'argent à se partager. Soit c'est des entreprises qui existent, qu'on les rappelle, quoi, exactement. D'accord, très bien. Bon, on va aborder un autre sujet. Je voudrais quand même vous interroger et avoir aussi votre avis. C'est vrai que toute la semaine, les confrères qui sont passés ici ont donné leur avis sur la sortie de Donald Trump. Ça fait une semaine quand même, hein, une dizaine de jours presque, que le président américain, dans une réunion restreinte à la Maison-Blanche, c'est quand même arrivé à sortir, hein, où il a qualifié Haïti, Salvador et les pays africains d'être des pays de merde. Et cette petite phrase a été commentée sur la planète, hein. On a même cru à une manipulation des chaînes occidentales. Les Africains ont aussi pris la parole. Le président sénégalais Macky Sall a fait un tweet aussi presque dans le même calibre que Donald Trump, hein, insultant. Est-ce que en réalité, Tchaniao Arewiyaou, Donald Trump a insulté les Africains ou il a dit autre chose qui est vrai? Bon, je suis africain avant tout. Je crois que quand vous avez des pays comme les États-Unis ou certains pays occidentaux où les gens sont animés d'esprit ou de fibres de racisme, oui. Et quand vous savez qu'ailleurs, les gens ont toujours peint le noir en noir et qu'un président, un chef d'État, quand même pratiquement le premier du monde entier, tiennent des propos comme ceux-là, vous ne pouvez que vous mettre dans la tête que vous avez en face de vous, soit un chef d'État raciste, qui a beaucoup de visions négatives. Il s'en est défendu quand même, hein, sur le cadre du racisme. Il s'en est défendu, mais moi je crois qu'à son rang, il ne pouvait pas avaler tout ce que les gens lui envoient après sa sortie là. Et pour moi, Tchaniao, je parle en mon propre nom, bien sûr. En disant que moi je... Et puis vous n'avez jamais parlé au nom de personne ici. Oui, c'est une insulte. À l'endroit des Noirs, c'est une insulte. Et que tous ceux qui ont réagi pour le régler ou pour le recadrer ont quand même fait de bonnes réactions. Et si j'avais aussi un podium où je devais réagir, j'allais aborder dans le même sens pour appeler ce monsieur à l'ordre. Et il a insulté carrément l'Afrique. Pour moi, c'est une insulte. Ferdinand Haïté, que pensez-vous de cette sortie? Moi, je crois que... Pour certains, Donald Trump n'a dit que la vérité. Moi, je crois que d'abord, quitter Obama, hein, pour arriver à Donald Trump, on voit bien que l'Amérique a beaucoup régressé en termes de qualité au niveau de la tête du pays. C'est quand même
le jour. C'est-à-dire la respectabilité même du poste de président. C'est le jour et la nuit. En même temps, les États-Unis, c'est le pays des miracles. Hein. Tout est possible aux États-Unis. Et donc, Donald Trump a été le président. Sa déclaration montre quand même qu'il a une méconnaissance chronique de l'histoire. De l'histoire, parce que les États-Unis ont été bâtis en partie par les Noirs, beaucoup plus par les Noirs et tout ce que vous connaissez à travers l'esclavage. Maintenant, au-delà de ce qu'on peut considérer comme l'injure et le manque de respect, le mépris pour les Africains, il y a quand même des réalités qu'on ne peut pas occulter. La manière dont nous-mêmes, nous ridiculisons devant ces gens-là, la manière dont nous conduisons nos pays, la manière dont nous essayons de ne pas bien gérer nos pays. Quand vous êtes là, nous sommes assis sur des richesses en Afrique, que nous sommes incapables d'exploiter et que nous courons derrière des miettes auprès des Blancs, soit le MCC, soit je ne sais pas quoi, il y a de quoi que ces gens-là vous tiennent ce genre de langage. Quand vous voyez nous-mêmes notre propre parcours, ce que nous faisons en Afrique, nous faisons de nos propres frères, ce que nous faisons de notre propre gouvernance, ce que nous faisons de nos moyens, et il y a quand même des raisons pour que des gens se permettent de nous dire ces genres de choses. Vous savez, en 1960, les pays asiatiques, ce qu'on appelle les dragons, en Asie du Sud-Est, et les pays africains étaient presque au même niveau, oui, bien économiquement. Sûr. Aujourd'hui, ces pays ont connu un bond spectaculaire. Et pourquoi les États-Unis ne peuvent pas tenir ce genre de langage envers ces pays, ils les tiennent envers les Africains? C'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. On ne tient pas bien nos pays. Nous sommes là à être des éternels consommateurs. On ne fabrique rien. Quand je prends le Togo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on produit? Rien du tout. On consomme tout. Non, il y a le fat-fat. Mais non, qu'est-ce que nous fabriquons? Rien. Qu'est-ce que nous fabriquons depuis 50 ans? On fabrique quoi? Même pas une bûchette d'allumettes. Il y a Foufou Miss. Même pas une bûchette d'allumettes. Les cure-dents aujourd'hui nous sont vendus de la Chine. Vous imaginez? Quand vous prenez par exemple un pays comme le Cameroun, tous les jours que vous êtes au Cameroun, Tiania peut témoigner, que ce soit Douala ou Yaoundé, il y a des troncs d'arbres qui quittent le pays. Des troncs d'arbres à ne pas finir qui quittent le pays. Oui, c'est la zone. Et dans ce pays, il n'y a pas de table banc pour les élèves. Il n'y a pas de cure. Les cure-dents reviennent de la Chine. Et donc, quand vous gérez des pays comme ça, à un moment donné, les gens sont obligés. Oui, des pics-dents reviennent de la Chine. Et quand vous gérez des pays comme ça, il y a un problème. Aujourd'hui, depuis 50 ans, on n'a pas fabriqué de vaccins, mais nous produisons des pharmaciens. Oui, nous avons des pharmaciens qui finissent par vendre seulement des produits de pharmacie dans les officines. On produit des pharmaciens, mais on n'a pas de laboratoire pour fabriquer des produits. Tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Après, on se plaint que les Blancs nous tuent. Et il n'y a pas que les Blancs qui pensent comme ça de nous. Les Arabes pensent d'eux-mêmes, les Asiatiques d'eux-mêmes. Vous voyez comment on traite les Noirs en Chine, on traite les Noirs en Inde. Et donc, c'est à nous de nous valoriser, de nous faire respecter dans le monde à travers les actes que nous posons et ce que nous voulons. Vous voyez. Alors, ça veut dire, Fabrice, qu'au-delà de cette petite phrase de Donald Trump, on peut s'asseoir, réfléchir pour disséquer ses propos véritablement et savoir si on n'a pas aussi une responsabilité dans ce qu'il a dit là. Non, bon, moi je crois que tout ce qu'on peut reprocher à Donald Trump, c'est d'avoir manqué de diplomatie dans ça, parce que quand on a un chef d'État... politiquement correct. Oh oui, à ce niveau-là, bon, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Il peut faire passer son discours, mais d'une autre manière, et donc je crois que c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Bon, pourquoi on s'énerve? C'est parce que c'est la vérité. Elle crève les yeux. Ouais, elle crève les yeux, bon, donc on peut pas aujourd'hui nos pays ont un problème d'organisation sur le plan économique, ça se ressent, et donc lui il est chez lui voir les gens arriver tous les jours, bon, sauf qu'il ne comprend pas aussi qu'il y a des Américains qui sortent, c'est aussi ça son problème. Donc je crois que c'est un chef d'État un peu atypique, parce qu'il ne sait pas seulement à ce niveau il l'a fait, hein. Souvenez-vous des propos qu'il a tenus par rapport aux Mexicains et tout cela, donc c'est pas forcément du racisme, mais je crois que il est différent des autres, tout simplement. Je crois qu'il faut le comprendre comme cela. Mais quand même, il occupe un poste qui lui impose une certaine retenue. Et parfois même, on se demande s'il va bien, puisque lui-même, il est allé faire des analyses pour voir s'il va bien. Donc, ça lui a été imposé. Ça lui a été, et il a accepté. Donc, je crois que c'est cela. Mais au-delà de tout, bon, la réaction sur le continent et tout cela est bon. Bon, même quand on vous insulte, quand on vous dit la vérité, il faut réagir pour ne pas donner, même si c'est vrai, il faut quand même réagir. Et moi, j'ai bien aimé l'attitude du Sénégal. Enfin, tout le monde se sent blessé dans son amour propre. Et donc, même si j'ai une grosse tête, tu me le dis,
il faut que je te dise que je suis pas d'accord que tu me le dises de cette manière. Et donc, il faut rétablir cela, même si ça n'a aucun impact. Le Sénégal, ça ne pèse rien. Oui. Mais quand même, il faut quand même ne pas donner l'impression comme si quand les gens pensent que quand ils ont les moyens, ils sont libres de dire... de vous jeter, de vous dire tout, quoi. Vous vous rappelez de cette sortie quand il était encore au pouvoir en France, Nicolas Sarkozy, qui disait que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Il y a au moins un chef d'État africain qui, au-delà de tout, a dit, il n'a pas menti, il a dit vrai. Thabo Mbeki, il a été honnête, il a dit. Oui, il l'a dit. C'est ce à quoi ça sert de reconnaître si l'autre dit la vérité, même si elle blesse? Oui, en fait, je lui reproche pas le fait qu'il ait dit la vérité. Mais cette vérité peut être dite d'une autre façon, c'est tout. C'est de la manière. C'est un peu les critiques qu'on formule à l'endroit de X ou Y. Quand la critique est mal formulée, elle peut ne pas être comprise, puisqu'aujourd'hui, on s'accroche au racisme. Au racisme, non, c'est pas forcément du racisme. Il a parlé de l'Afrique. L'Afrique, il n'a pas parlé de noir. Non. Il a parlé de l'Afrique. Donc, il y a une différence entre le noir et l'Africain. Même si la grande partie de l'Afrique est peuplée par les Noirs. Donc, il a des Noirs aux États-Unis également. Mais New York aussi, c'est une ville de merde. Hein. Ça... Oui, au-delà de tout ce que... Oui, c'est une ville de merde, l'insécurité et tout cela. Et c'est pas... Ghetto, hein. Oui, c'est un vrai ghetto. Donc, que quand vous prenez les Noirs américains, nous on peut dire qu'il y a plus de merde, des gens de merde là-bas que sur le continent africain, puisque en réalité, on n'est pas les mêmes. Même si on a la même couleur de peau. De la même manière où l'Américain blanc a la même couleur de peau que le Sud-Africain blanc, on a la même peau, mais on n'est pas les mêmes. Quand on parle du noir, là, on peut se retrouver, on a un dénominateur commun, la peau noire. Mais sur la question du développement, on parle de l'Afrique, il y a l'Afrique blanche et tout cela et autres. Moi, je crois que c'est une vérité, mais qui n'a pas été dite comme il le fallait, surtout par quelqu'un qui occupe un poste comme celui du président des États-Unis. Abi Alpha, c'est une pure vérité. Moi, je pense que c'est un débat traditionnel qui va durer. Il est né avec le monde, il va toujours durer. Ça existe dans la vie de tous les jours, avec nous. Dans mon milieu, on dit très souvent que pour ta gueule n'est pas une insulte. Tu passes quelque part où tu as très faim, les gens mangent, on te lance un morceau, prends ça pour ta gueule. Tu comprends, non? Oui. Pour certains, ils vont dire qu'on t'a insulté, que tu as une gueule, mais certains estiment que ce n'est pas une insulte. On te dit, tu comprends, non? Donc ça veut dire que ça veut dire prends ça pour mettre dans ta grosse gueule, ce n'est pas une insulte. D'accord, très bien. On est en train de te faire du bien, mais le canal par lequel on te transmet ça ressemble à un manque de respect. Donc c'est devant ça que nous sommes ici. Tu sais, ce que il suffisait que Donald Trump prenne ça comme un thème à développer. Il le développe dans un discours bien construit et il prononce les mêmes propos dedans. Personne n'aura à reprocher. Qu'il démontre le pourquoi il estime que nous sommes des pays de merde et personne, peut-être même à la fin, on va l'acclamer. Donc moi je pense que ça a été pris comme ça dans les envolées traditionnel d'un président qui est difficile à saisir. C'est comme ça, c'est comme il défie toutes les lois. Hein. Oui, donc c'est ça. Sinon si tu dépasses l'effet de choc et tu te remets, tu analyses qu'est-ce qui a dû amener ce monsieur à me dire ça, tu vas te dire que bon, quelque part Donald Trump est un fou de la cour, quoi. Le fou qui arrive quand même à dire les vérités au roi, le fou qui arrive quand même à faire corriger des mœurs, quoi. Bon, moi je pense que c'est quand même une bonne chose. Je crois que si de temps en temps des pics comme ça s'en vont, ça permet à nos dirigeants qui stockent l'argent volé dans leur maison pendant qu'à côté les voisins meurent de faim, qui construisent des châteaux. Dans ce cas, autant s'adresser directement à nos dirigeants. Oh, il englobe tout le monde. Non. Je parle de tous ceux qui devaient contribuer pour que cette situation ne naisse pas et qui n'ont pas fait grand-chose. C'est pourquoi il dit, s'il avait construit un discours développé, un discours de dirigeant,
où il a inséré ça, personne n'aura à dire. Peut-être on va l'applaudir, on va dire, est-ce que tu as lu ce que le discours de Donald par rapport à la malgouvernance? Mais il n'a pas fait ça, il a pris juste une phrase comme ça, c'est la phrase par rapport à cette phrase. Donc c'est comme ça que moi je vois, et ça aurait pu être dit autrement, que ça serait des acclamations. C'est ça, quoi. Il arrive au pouvoir, il n'a jamais prononcé un discours construit, et puis, Donald Trump. Ces gens ont des raisons de nous dire ces choses. Je donne deux exemples. Ici au Togo, par exemple, les États-Unis ont encouragé le Togo à faire la réforme foncière. Et ils ont même financé un séminaire récemment dans le cadre de tous les projets du MCC, tout ça. Depuis que cette loi est sur la table du gouvernement et est passée, je crois, en deuxième lecture, on est en train de presser le Togo à adopter la loi sur le foncier, quitte après à corriger au fur et à mesure les imperfections, mais personne ne bouge. L'ambassadeur des États-Unis était encore, je crois, hier, chez Dramani, et évoqué entre autres ce genre de sujet, oui. C'est-à-dire que des gens disent qu'ils ont des moyens pour nous accompagner à adopter des lois pour notre propre bien. Nous sommes là, on traîne les pieds. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, lorsqu'on a construit l'hôpital de Mango, les Américains ont construit l'hôpital de Mango qui a coûté, je crois, 2 milliards. Il était entendu que les Togolais prennent en charge la route, le bitumage de la route qui doit aller vers l'hôpital pour éviter tout ce qui peut être poussière et tout aux patients. Depuis, le Togo ne s'est pas exécuté. Et aujourd'hui, les gens se disent, mais est-ce qu'il faut continuer ou il faut arrêter? Donc, il y a des choses élémentaires que nous devons faire dans nos pays pour notre propre bien, mais il faut que ce soit les autres qui viennent nous rappeler qu'on doit faire ci, on doit faire ça. Vous imaginez les dégâts que le foncier crée dans ce pays, et nous en parlons tous les jours. Oui, bien sûr. Tout le monde est victime, même les autorités, les gens même qui ont été au gouvernement sont victimes. Et que bon, il y a une opportunité pour nous aider à adopter une loi pour avancer, mais les gens traînent les pieds. Mais ailleurs, on ne gouverne pas les pays comme ça. On décide, on applique immédiatement. Voilà. Vous parlez de problèmes fonciers. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement quelque chose qui guette notre pays? Cette semaine, il y a un ami qui me parlait, qui disait qu'il y a, je vais le dire peut-être, un quart de l'eau qui est dans un quartier proche d'Agualepédo ici, qui se vend à 11 millions de francs CFA. Il y a un autre quart de l'eau qui se vend à 18 millions de francs CFA, juste parce qu'il est au bord de la voie. Il y a un demi-lot qui se vend 48 millions de francs CFA ici à Lomé. Mais attendez, est-ce que la terre ne prend pas trop de la valeur et que des conflits ne sont pas loin? Bon, à chaque pays, c'est réalité. Je crois que vous connaissez le comportement de tout Togolais. Lorsqu'un Togolais se trouve un boulot où il se bat dans un coin, le premier souci du Togolais, c'est de faire tout pour trouver un lopin et pour se construire son logis, sa maison. Et c'est devenu une course derrière laquelle tout le monde s'est jeté, et au point que ça a permis à ceux qui sont détenteurs, les propriétaires terriens, de faire de la surenchère. Donc, lorsque vous parlez d'un demi-lot à Valpédo, allez vers le grand marché à Daoulato, vous allez trouver le demi-lot peut-être à 100 millions. Vous allez trouver, ou plus. Et donc, ça dépend, tout dépend de la valeur ou de comment les Togolais même ont pris le côté de se donner une maison, de se construire une maison. Et puis, vous allez un peu vers la route de Palimé. Maintenant, les terrains sont en train aussi de prendre une proportion. Oui, mais il faut réguler tout ça. De monter. Et là, c'est vrai, tel que vous le dites, il faut que l'État trouve une bonne formule pour régler. Il faut aller vite. Mettre de l'ordre dans le foncier. Ça veut dire que j'ai un terrain, le matin je me lève et je fixe un prix. C'est mon prix. Vous voulez, vous prenez, vous donnez l'argent, et vous ne voulez pas, vous. Et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup plus les Nigériens, les Maliens, les gens d'ailleurs qui viennent et qui ont plus de moyens que les Togolais et qui prennent facilement ces terrains. Et ce qui fait que les nationaux même ont des difficultés. Donc, l'État doit faire en sorte qu'on puisse quand même formaliser les choses pour éviter que demain de grands problèmes naissent. Même mieux, je vais loin pour dire qu'il y a des gens qui sont tellement nantis et qui prennent des hectares, des centaines d'hectares à certains villageois. Oui. Je suis de Pewa, moi par exemple. C'est pas parce que j'ai des milliards, j'ai assez d'argent que je vais aller à Kévé. Je prends jusqu'à 1000 hectares. Et il semble qu'il y a des gens qui ont 3000 hectares. Oui, c'est grave. C'est des choses qui sont
des problèmes qui couvrent. Demain, ça peut être conséquent à d'autres problèmes entre les populations togolaises elles-mêmes. Je ne peux pas quitter Kwewa et venir me faire propriétaire de 1000 hectares à Kévé ou à Kobié parce que j'ai des milliards. Demain, quand les natifs du milieu voudraient même ne serait-ce que cultiver, ce serait moi qui vais leur vendre la terre. Il faut que, même si les gens ont des moyens, qu'ils comprennent qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. L'État doit réglementer les choses en sorte qu'un individu ne puisse pas acheter 1000 hectares. C'est pas quand même normal. Puisque le Togo, comme tout État, est là pour évoluer. Si certains qui ont les moyens arrivent à s'accaparer jusqu'à 500 hectares, 1000 hectares dans des villages en superficie cultivable, un seul individu qui le fait demain, lorsque le pays va prendre beaucoup plus de dimensions en termes de population, comment les gens vont se construire? Aujourd'hui, il y a la question de faire maintenant, c'est la mode maintenant, pour ceux qui ont l'argent, avoir sa ferme et tout ça. Voilà. Oui, bon, on peut avoir sa ferme sur quelques hectares. Mais moi, je crois que surtout en milieu urbain, les gens risquent d'être déçus. Parce que ceux qui mettent des milliards, bon, moi, je crois que peut-être il y a aussi le blanchiment qui passe par là. Moi, je ne sais pas, quand tu mets 100 millions pour acheter un terrain, comment tu vas le rentabiliser? Moi, je ne vois pas. Et puis, il y a un phénomène qui commence par venir à Lomé. Prenez le temps de sillonner un peu la ville, vous allez voir, il y a beaucoup d'immeubles en location, il n'y a pas de preneur. Personne ne prend. Oui, il y en a plein, même des maisons en location, vous louez une pièce tout de suite, vous avez 10 personnes qui veulent la louer. Pièce salon, ça marche. Des chambres salon, mais les villas, surtout que dans un pays où chacun veut faire sa maison, les gens finiront un jour par regretter. Les gens commencent par le regretter. En temps, on a dit oui, investir dans l'immobilier, on ne perd jamais. Mais aujourd'hui, il y a des maisons inhabitées qui sont hantées. Oui, donc vous prenez un terrain à 50 millions, je ne sais où, vous allez construire un immeuble, vous n'aurez pas des gens qui vont. Puis ça, vous allez mettre un prix pour les gens, ça qui équivaut même à un terrain quelque part, le prix d'un terrain quelque part. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut commencer par réguler ça parce que les gens risquent, et c'est en train de venir. Dans nos familles, même, il y a des trucs que les gens ont fait aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est pas là-bas la richesse, quoi. Multiplier les... Il y a plein de maisons, même on supplie les gens d'aller garder. Ils vont pas. Faites le tour. Faites le tour. Vous allez voir à louer. Ça fait 3 ans que le truc à louer est sur l'immeuble, mais personne ne prend. Eric, c'est très simple. Je crois que... Je crois, quelque chose à ce que Fabrice dit. Oui, allez-y. Je connais une autorité de ce pays qui, aujourd'hui retraitée, peine à vendre les nombreuses maisons de luxe qu'elle a construites. Ah bon? C'est-à-dire, les maisons sont construites en ville avec un design vraiment moderne, et au point que quand on veut vendre ces maisons à 600 millions, 500 millions, il se fait que les preneurs sont des gens qui sont logés à l'enseigne où lui-même était, et qui ont eux également des maisons comme ça. Et donc, ils ne trouvent pas des gens comme vous et moi pour aller prendre ces maisons-là, et lui, maintenant, il devient de plus en plus malheureux. Donc, c'est pour dire que ceux qui investissent davantage dans des problèmes de maisons, dans les terrains, tout ça là, demain, ils n'auront que peut-être leurs yeux pour pleurer parce que l'exemple de ce monsieur fait les yeux. Bien sûr. Oui, je crois que nous en avons déjà parlé un peu quand Eric était de l'autre côté au niveau de, je crois bien, ton ancienne radio là. Oui, tu sais, quand tu parcours, il faut Fabrice, il ne faut même pas te peiner à rentrer dans les lieux d'habitation. Prends les grands axes et tu vas voir sur 2 km combien de boutiques à louer tu vas compter. Donc, tu comprends quoi? Les boutiques à louer. Avant, les boutiques, ça se cherche avec la torche en plein jour. Maintenant, c'est aligné. C'est d'abord lié aussi au marasme économique du pays, où les entreprises ne sont pas aussi sur les 2 pieds. Secondo, c'est lié au fait que il y en a tellement parce que les voleurs de la République ont investi dans ce domaine qui est le terrain de prédilection du blanchiment, comme tu l'as dit, Fabrice. Donc, moi je pense que, puisqu'à un moment donné, on s'est dit que investir dans l'immobilier, ça ne pourrit pas. Donc, attraper un terrain par ici, une maison par là, avoir tout à tout de bras, à tout moment, ça prend plutôt de la valeur, mais ça a des limites, ça a aussi l'autre revers de la monnaie. Donc moi, je crois que les gens doivent faire un effort pour
réguler le pays de façon à ce que tout le monde prenne sa part. Parce qu'actuellement, si le foncier continue par être... Si le foncier... si le foncier continue par être un problème, dans les pays qui sont debout, comment on mesure le malaise social? C'est à partir des dossiers, des dossiers qui atterrissent à la justice. À partir des dossiers qui atterrissent devant les tribunaux, que l'autorité dit le malaise social dans tel secteur a atteint telle proportion. Depuis presque 6-7 ans, les dossiers qui sont devant les tables, sur les tables des juges sont à 70% des dossiers qu'ils traitent. C'est le foncier. C'est-à-dire le foncier représente les 70%. N'importe quel juge te le dira. Le foncier seul représente les 70% des dossiers que traitent les avocats et les juges et tous les auxiliaires de justice. Ça veut dire qu'il y a un malaise social dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais puisque c'est les mêmes qui sont en même temps les législateurs et les gouvernants, ils font la loi à l'image de leur avantage. Ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est très faux, ça va rattraper tout le monde. Je crois que la régulation, il faut insister là-dessus. Nous payons des gens, c'est-à-dire que quand je dis nous, les contribuables togolais paient des gens qui sont au gouvernement, qui doivent réfléchir au bien-être du pays, mais qui ne font pratiquement pas grand-chose. On paie des gens qui sont à des postes de responsabilité dans les mairies, dans les délégations spéciales, qui doivent réfléchir au bien-être de l'espace, de l'espace dans lequel nous vivons, mais qui ne font pratiquement pas grand-chose. Vous savez, le ministère le ministère des titres, je sais pas quoi, a dépensé 1 milliard pour numériser les titres fonciers, c'est-à-dire pour la numérisation des titres fonciers. Des entreprises togolaises ont proposé moins que ça, mais on a préféré remettre ça à une entreprise étrangère et le travail a été mal fait. C'est-à-dire qu'on a fait la numérisation, mais on n'a pas fait la géoréférenciation. Et actuellement, tout est à l'eau. Vous voyez. Donc, nous dépensons de l'argent pour payer des gens. On forme des gens sont au gouvernement, mais ils ne réfléchissent pas pour le bien-être de la population. Ils sont là pour des missions, ils sont là pour... s'il y a de l'argent qui tombe quelque part, ils ramassent. Parce qu'au fond, même dans les grandes villes, on sait, par exemple, au centre de Paris, combien coûte le mètre carré de terrain. Et quand tu quittes un peu à quelques mètres du centre de Paris, combien doit coûter le mètre carré de terrain. Et donc, à Lomé ici, on peut instaurer ça. Si c'est au niveau du grand marché, jusqu'à Décon, combien le mètre carré peut coûter. Donc c'est sur la base de ça. Il y a un test qui avait été introduit on a voté ce test, mais au-delà, jusqu'à au niveau de l'hôpital, on sait combien doit coûter le mètre carré. Dans la banlieue, on sait combien doit coûter le mètre carré. Donc s'il y a une loi comme ça, on sait comment on doit réguler. Par exemple, lorsque les prix des loyers ont flambé à Dakar, les députés ont pris une loi pour réguler le bail, pour savoir en plein village Dakar combien ça doit coûter. Ça a été fait, ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais c'est pas encore l'exécution. On n'applique pas ça. Pourquoi on peut voter des lois qu'on rentre dans les tiroirs? Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour le mettre en application, alors que les populations souffrent. Comme on le dit aujourd'hui, des gens qui sont dans des jeunes fonctionnaires veulent acheter un terrain. Au Togo aujourd'hui, comment ça se passe? Vous allez dans la fonction publique où vous trouvez du boulot, vous commencez, on vous fait un rappel, vous faites un prêt pour acheter le terrain d'abord. Le prêt, c'est pour acheter le terrain. Après, vous faites un autre pour faire la fondation. Après... Tu t'équipes d'abord. Oui, mais vous faites le prêt pour acheter le terrain. Vous faites un autre prêt pour... je sais pas. Oui, pendant que vous avez fait le prêt pour acheter le terrain, vous faites 3 ans sans rien manger à la maison, la ceinture. Après, vous faites un autre prêt pour faire la fondation. Après, vous faites un autre prêt jusqu'à le chiennage, tout ça, vous terminez. Après, vous faites un autre prêt pour la finition et vous êtes déjà à la retraite. Donc c'est comme ça. À l'école, les enfants n'ont pas évolué parce qu'on sait. Et c'est comme ça que les Togolais souffrent. Donc, on paye des gens qui sont au gouvernement, on paye des techniciens. Il faut que des gens travaillent pour le bien-être de la population. On ne peut pas être là tous les jours et que des individus se permettent de donner des prix à des terrains sans que l'État ne réagisse pas. Et à ce prix-là, au risque des doubles ventes, au risque des doubles, triples ventes. C'est ça. Il y a un terrain dans le quartier d'Eric ici. Peut-être que depuis longtemps, il est resté en plein milieu de la ville, il n'est pas clôturé. Entre-temps, on attend que l'arrière-propriétaire est décédé. Les deux jeunes du quartier s'organisent comme ça. Ils viennent, ils vendent. Et on peut régler facilement ce problème. Ils vendent jusqu'à ce que le propriétaire vienne pour commencer les travaux et que le vieux propriétaire se réveille. Ces jeunes qui ont vendu ont disparu parce qu'il n'y a pas de fichier fiable pour vérifier de façon géostratégique quel loyer est tué ou
à qui ça appartient, quelle est la communauté qui a dû vendre. Tu vois, c'est le désordre, quoi. Et comme le désordre a arrangé les dirigeants, ça continue. On peut régler facilement ces problèmes. Je crois qu'au niveau de la fiscalité ou de l'ETR, on y a pensé, mais il faut y aller de l'avant. C'est vrai qu'à un moment donné, même en démocratie ou en dictature, les gens doivent faire des sacrifices pour renflouer les caisses de l'État. Il faut taxer le foncier. Il faut taxer des gens qui ont des maisons. Il faut taxer tout ça. Il faut taxer même des terrains. La place avait créé le terrain assemblé. Il faut même taxer les terrains nus qui sont en ville, que personne ne construit rien dessus. Oui. Parce que c'est des blocages. Et donner des délais. Oui, il faut donner des délais aux gens. Vous bloquez des terrains en ville, vous ne faites absolument rien. Il faut les taxer. Donc, il y a des réformes fondamentales à faire pour faire renflouer de l'argent, pour remettre de l'argent dans les caisses du pays à travers le foncier. Non, bon, moi je voulais parler des doubles ventes. Allez-y. Et des problèmes qui traînent depuis des années au niveau des tribunaux. Et interpeller également les tribunaux à faire en sorte que les questions, les problèmes, les dossiers de fonciers qui sont sur leur table, puisque Alpha dit tout à l'heure qu'on en a jusqu'à 70%, si nous allons leur demander quels sont les dossiers qu'ils traitent tout le temps, c'est des dossiers liés aux fonciers. Mais au même moment qu'ils ont ces dossiers-là, quelle justice on fait? Quelle est la justice qui se fait? C'est la justice du plus fort, c'est la justice de ceux-là qui ont les bras, ceux-là qui font les dessous de table. Et finalement, parfois, on fait dormir les dossiers, rien n'avance, et les gens... Et donc, quand les choses sont comme ça, ça veut dire qu'en gros, par rapport aux fonciers, notre pays, il est assis sur des braises et ça couvre. Il y a eu des tensions à certains niveaux par rapport aux problèmes fonciers où les gens ont pris les coups, les gens ont pris les manchettes comme si on était au Rwanda. Et donc, si l'État ne fait rien vraiment pour arborer et arranger ce domaine-là, un jour, nous allons nous lever ou des communautés ou des individus vont commencer par s'affronter et en ce moment, ce serait trop tard. Ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Tout le temps que l'occasion s'offre, nous le disons. Et donc, je crois que les gens n'ont qu'à ouvrir les yeux et prendre les mesures idoines pour harmoniser ce domaine, pour que demain, nous puissions quand même vivre en toute quiétude et que les populations... Parce que le problème foncier amène certains de nos compatriotes à préférer rester de l'autre côté de la frontière au Ghana. Oui, ils sont Il y a plusieurs qui ont acheté il faut trouver une formule. Oui, et puis Ferdinand a évoqué un aspect, la question des terrains, les lots non bâtis qui se retrouvent en pleine ville. Il y en a tellement, et je crois qu'entre-temps, l'ONAT avait fait quand même une enquête avec le président qui était décédé en temps à Foda, où on a énuméré près de 8000 terrains vides au centre-ville, en pleine ville de Lomé. Et le problème, c'est quoi? Avec la flambée des prix sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand vous voyez un jeune cadre, quand vous prenez un fonctionnaire qui ne compte que sur son salaire pour acheter un terrain, il ne peut même pas être à l'Egbasito. Il ne peut même pas être à l'Egbasito. Ça voudrait dire qu'il faut aller vers Michitove. Et au même moment, vous traversez des zones vides. Des terrains vides où les gens ont réservé pour peut-être de business un jour, ou alors pour les mêmes, puisqu'ils ont déjà des maisons, ils ne veulent même plus construire. Donc je crois qu'il faut faire de telle sorte que la ville s'agrandisse de façon normale. Parce que vous allez voir, c'est ce qu'il fait aussi, vous allez voir, et ce jeune-là, il va aller construire une villa quelque part en brousse, il est obligé de faire araignée, pour toile d'araignée pour avoir, puisque bon, un quart il est là-bas, parfois c'est lui-même qui trace la route qui va y aller, et ça devient un peu anarchique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont loin, alors qu'en réalité, généralement, c'est la population active. C'est eux qui devraient plutôt être un peu proches de la ville pour aller au boulot. Et donc, on parcourt des distances comme cela. Et ça pose aussi un problème de sécurité. Puisque quand vous construisez et finalement, le voisin ne vient pas construire, le terrain est vide. Parfois, c'est là-bas les malfrats élisent domicile et ils font les calculs pour voir comment atterrir sur la dalle du voisin la nuit, etc. Donc je crois qu'il faut réglementer ça en pleine ville. Il faut interroger les gens. Ce terrain-là, il faut quoi? S'il ne veut pas construire, il vend, il cède ça à quelqu'un. Comme ça, la ville s'agrandit de manière normale. Je crois que la solution, la solution existe, mais elle n'arrange pas les autorités. Je vous ai fait savoir ici, s'il vous plaît, il y a un an, j'ai publié un dossier où je parlais des jeunes au moment où, je ne sais pas si c'est 1 an ou 2 ans, en tout cas, situez-vous dans la période où l'OTR naissait, où j'ai publié un dossier où un groupe de jeunes s'est inspiré du cas de Abidjan, où la ville d'Abidjan fait rentrer plus de 100 milliards par an
c'est-à-dire par rapport à la collecte sur les terrains non bâtis, sur les immeubles, tout ça là, ça fait rentrer par an, c'est-à-dire au trésor public, 100 milliards. Et les gens se sont inspirés de ça pour soumettre à l'OTR. Ils sont aussi des fonctionnaires de l'OTR. Ils ont soumis un projet. C'est ça, ils ont besoin de 9 milliards. Et vous comprenez, ils ont le budget, ce que l'OTR n'a qu'à mettre à la disposition de la structure, c'est-à-dire de la réforme, 9 milliards pour ce volet-là. Et ils vont s'inspirer, ils sont déjà des techniciens, de ce qui s'est fait à Abidjan, pour que ce soit faisable ici. Mais qu'est-ce qui a été fait? Vous rappelez que j'en avais parlé largement. Donc, il y a la solution au bout de la clé, mais elle n'arrange pas certains. Tout de suite, on a tous repris comment une chanson que c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes qui doivent décider, c'est les mêmes qui achètent à tout de bras les terrains, c'est les mêmes qui construisent anarchiquement. Donc c'est normal qu'on vive longtemps dans ce désordre. Messieurs, merci beaucoup. On va marquer on va marquer une petite pause. On se retrouve juste après. Nous reviendrons sur le cas du vote du Togo pour le statut de Jérusalem et la réaction derrière des pays qui ne sont pas pour Israël. Et puis on va évoquer également d'autres sujets liés beaucoup plus à la politique du Togo. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Deuxième partie de Taxi Press avec Abi Alpha, Fabrice Otiezi, Ferdinand Haïté, Tchanyao Arimiao. Nous allons parler politique avec les discussions. Visiblement, les acteurs s'orientent vers une discussion sérieuse. En tout cas, pour sa tenue, les leaders de l'opposition qui étaient à Conakry et on va dire à Accra cette semaine se sont mis à peu près d'accord sur ce qui pourra être le début d'une discussion. La date du 23 janvier a été évoquée. Fabrice Otiezi, est-ce qu'on peut assister véritablement à l'ouverture de ce dialogue-là? C'est vrai que la date a été annoncée sous réserve de la position du président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Oui, c'est vrai, mais quand vous voyez la façon dont la diplomatie fonctionne, je crois que c'est une date qui a été proposée par Alpha Condé lui-même. Oui. Et je ne pense pas qu'il puisse proposer une date comme ça sans entrer en contact avec le pouvoir de Lomé. Forcément, la date est venue et de commun accord, le pouvoir de Lomé doit avoir été d'accord sur cette date avant qu'on l'annonce aux leaders qui étaient allés, puisque finalement, bon, c'est sur le sol togolais, ça va s'organiser, oui, tout cela et autres. Maintenant, par rapport aux petits, puisqu'il y a encore quelques petits soucis à régler, je ne sais pas s'il faut appeler ça préalable. Bon, en tout cas, il y a des promesses qui ont été faites quand même aux leaders qui étaient là-bas et qui sont revenus. Est-ce que ça va être réalisé avant le début, puisque le 23, ce n'est plus loin. Mais je crois que finalement, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit éclaircir, mais la date est là et apparemment les leaders sont d'accord. Et comme je l'ai dit, même si Lomé ne s'est pas officiellement prononcé, forcément qu'ils ont dû donner leur aval à Alpha Condé avant de proposer cette date-là aux opposants qui a été retenu. Bon, maintenant, même si entre-temps, ça ne tombe pas sur cette date-là exactement, je crois que il y aura forcément un petit report. Donc, le dialogue en conclusion est imminent. Maintenant, il faut chercher à savoir de quoi ils vont discuter, oui, qu'est-ce qui va être fait, est-ce que le Premier ministre va remettre en selle son projet qui consistait à consulter les gens et autres, l'ordre du jour, tout ça, et je crois que c'est des choses quand même sur lesquelles qu'il faut avoir sous la main avant, oui, forcément l'ouverture de ces dialogues. Surtout que le temps imparti n'est pas grand pour ne, oui, pas aller. Ça voudrait dire que ça va être sur des sujets très précis pour ne pas perdre du temps. Bon, c'est ce que je me dis. Tchanyao, l'opposition évoque encore les préalables. On a encore vu ça à Conakry où Alpha Condé
pour avoir discuté avec la coalition, a évoqué des points sur lesquels l'opposition voudrait voir le pouvoir évoluer avant d'entamer les discussions. Est-ce que ce n'est pas encore un autre élément qui bloquerait finalement les discussions politiques au Togo? Je crois qu'il faut savoir saisir les chances qui s'offrent à nous dans la vie lorsque nous menons le combat. Quelle que soit la nature du combat, lorsqu'il y a des opportunités qui ressemblent à des chances qui s'offrent à vous, il faut rapidement les saisir, évoluer, et puis en évoluant, on pourra voir les à côté possibles aussi qui peuvent arriver. Donc, si vous voyez un peu la chronologie des faits, l'opposition au début n'était pas vraiment chaude derrière un dialogue. L'opposition voulait, à partir du 19, un départ, le départ du chef de l'État pur et simple. Elle parle également du retour à une constitution, celle de 92. Et après, les gens se sont lancés dans un juridisme qui, pour prouver la rétroactivité d'une loi, ou qui pour prouver la non-rétroactivité de la loi, et puis l'opposition a maintenu sa pression dans la rue, en disant partout que le président doit partir. Et finalement, les militants du parti au pouvoir, de UNIR, sont sortis. Oui. Et ils disent maintenant qu'ils veulent aller au référendum. Et du coup, l'opposition a commencé par courir derrière le pouvoir d'Accra et le pouvoir de Conakry. Et enfin, on parle d'un dialogue qui doit avoir finalement lieu à partir du 23. Oui. Et la même opposition dit qu'elle a encore des préalables à faire valoir avant la tenue de ce dialogue. Bon, si... Vous expliquez que c'est une contradiction? Pour moi, c'est une contradiction parce que l'opposition avait déjà posé certains préalables qui avaient été pris en compte par le gouvernement. Même si tout n'a pas été pris en compte, une bonne partie a été prise en compte par le gouvernement qui marque, en le faisant, sa bonne foi. Et finalement, si l'opposition pose encore des préalables, alors que le président Alpha Condé a annoncé une date pour l'ouverture de ce dialogue, je me dis qu'on peut faire économie de ces préalables-là et les discuter à l'entame. Parce que dans les préalables, l'opposition demande qu'on libère tous ceux qui sont arrêtés dans l'affaire des incendies aussi, tous ceux qui sont lors des manifestations. Tout ce que l'opposition voudra voir être résolu, elle peut discuter de cela lors du dialogue qui sera ouvert, si possible, le 23. Et je crois que tous les Togolais, à un moment donné, ne conjuguaient qu'un verbe, le verbe dialoguer. Si vous revenez au niveau du pouvoir en place, on parle du dialogue. Vous retournez du côté de l'opposition, on parle du dialogue. Même les populations que nous sommes, tout le monde parle du dialogue. Aujourd'hui, on ne peut pas donner une date où le dialogue va commencer et les gens vont rester en tenant les câbles, en disant non, il faut que finalement, c'est comme si l'opposition en demande de trop. Vous avez demandé des préalables, le gouvernement a marqué sa bonne foi, il l'a fait. Vous voulez encore demander des préalables pour voir si on va dire oui ou non, alors que vous avez un cadre où vous tous, vous pouvez aller discuter. Je crois qu'il est temps qu'on cesse de faire les à côté du dialogue et qu'on rentre dans le fond du sujet et qu'on pose tous ces problèmes-là et que les Togolais, entre eux, essayent de les discuter. Et si l'opposition ne le fait pas, je crois que donc, le 23, qu'on a annoncé comme étant une date pour ouvrir le dialogue, le 23 sera encore un canular. Les gens vont croire qu'il y aura un dialogue, alors que l'opposition restera campée sur sa position pour dire, tant qu'il n'y a pas eu, tant qu'on n'a pas satisfait nos préalables, ça ne se passera pas. Le ministre Baura a été, je pense, clair là-dessus, en disant sur une radio de la place qu'ils ne vont pas attendre que tout le temps les gens leur disent ce qu'ils doivent faire et qu'ils doivent courir forcément derrière ça. Qu'aujourd'hui, le besoin, c'est ça, que tout le monde s'assied autour de la table pour parler. Donc, vivement que les gens prennent de la hauteur, qu'ils comprennent la responsabilité qui est la leur pour libérer ce pays, parce que tout ce qui se fait depuis là n'a été la faveur ou n'a été la victoire d'un camp ou d'un autre camp. Au contraire, ce sont les populations qui souffrent et qui continuent par en souffrir. Ami Alpha, oui, je crois que... Pensez autrement. Je crois que Tchania nous a parlé du
d'une bonne partie des PAV qui ont été satisfaits. S'ils pouvaient nous donner des exemples, ça serait une bonne chose. Moi, je pense que sur une centaine de personnes qui sont détenues, je vais parler des gens qui sont arrêtés depuis les événements de 19 à nos jours. Sur une centaine qui sont détenus, qui sont censés être libérés, il n'y a que 2 qui ont été libérés. Il n'y a que 2 qui ont été libérés, notamment... On avait annoncé 42 personnes. Comment? Tu les as vus au dehors? Je ne connais pas leur identité. Mais je dis, il y a 2. Je crois qu'actuellement, les officiels, les autorités nous écoutent. Moi, je dis, il y a 2 qui sont libérés. Donc, s'il vous plaît, je viens. Docteur Sama, attendez, il faut suivre. Quand quelqu'un est condamné, il faut voir de combien de temps il est condamné. Et au moment où il est libéré, et que c'est une faveur ou bien il est dans ses droits. C'est ça. Demandez-vous de combien de temps docteur Sama a été condamné et par rapport au moment où il a été libéré. Donc je crois que c'est d'autres détails. Moi je voudrais que Tchania revienne nous donner les exemples concrets des trucs. Donc je pense que quand on parle, certains semblent faire croire que il y a ceux-là qui ont peur du dialogue. Je ne sais pas. Actuellement, quand tu regardes même au niveau de certains titres de journaux, parce que les titres de journaux, c'est aussi des signes avant-coureurs de l'opinion de l'autorité, où je crois avoir lu quelque part où on me parle de trop de médiateurs sur le dialogue. Ça veut dire que quand tu regardes quand tu regardes autour, ça veut dire que quelque part, certains n'ont même pas intérêt à voir tous ces médiateurs-là. Et ça rejoint quelque part, entre-temps, les propos que Bawara a tenus sur les antennes et puis les démarches, entre-temps, arrêtées du ministre. Moi, je crois que il ne faut pas que les gens se comportent comme si c'est une faveur qu'ils accordent aux autres. Ils sont entendus que, par rapport à ces événements, depuis ce temps, les gens sont arrêtés. Libérez ceci, faites cela. Et à peine vous avez commencé un truc, au moment où on libérait par exemple les 2 imams, on avait annoncé toute une liste a été libérée. Oui. Au niveau de la prison de Kara, ils sont nombreux qui sont sortis pour aller commencer les formalités. Mais après tout le monde est retourné, c'est les 2 imams qui sont sortis. Je vous donne un exemple. Moi j'ai des parents qui sont là-bas, il y avait plein, on les a dit bon, apprêtez-vous. Pendant qu'ils sont dans le processus, beaucoup on les fait retourner et il n'y avait que les 2 imams qui sont sortis. Donc moi je pense que c'est une question de bonne foi. Ça, comme l'a dit Léné Tchagnan, jusqu'à présent personne ne peut crier à la victoire. Et quand on veut aussi poser des actes politiques, qu'on ne pense pas que l'autre ne connaît rien. C'est-à-dire le fait de ne pas être à la gouvernance, de ne pas tenir les rênes de la République, ça ne veut pas dire que tu es toqué, tu ne connais rien, on peut te baiser à tour de bras quand on veut, comme on veut. Non. Quand on parle de trop de médiateurs, qui est allé voir Alpha Condé? C'est le Pafor qui était le premier à aller visiter Alpha Condé, et suite à ça que Alpha Condé est rentré en contact avec l'opposition. Donc il faut qu'on se parle vraiment de façon sincère, quoi. Oui. Ferdinand, de toute façon, pour vous, il y a trop d'incertitudes autour de cette discussion politique. Hein. Oui, d'abord. Vous voulez dire que ça n'aura pas lieu? D'abord, il y a trop de. Je ne dirais pas d'intoxication, mais il y a trop de fausses informations autour des mesures d'apaisement. Comme Abil a dit, on avait annoncé 42 détenus qui devaient être dehors, oui. Mais en réalité, il n'y a que 2 qui sont sortis. Ça, les gens ne le savent pas, il n'y a que les 2 imams qui sont sortis. Et tel qu'il a dit, c'est comme ça s'est passé. Les gens se préparaient à sortir quand on leur a dit non, écoutez, retournez en prison. Donc, on a l'impression que le régime tient ses otages. Parce que je ne sais pas ce que leur coûte de libérer les gens. Parce que quand vous voyez même certains dossiers, c'est tellement vite. Je ne sais pas ce que ça leur coûte de libérer les gens et de montrer véritablement leur bonne foi. Maintenant, sur la question du dialogue, est-ce que je pense que ça va tenir? Moi, je suis dans l'expectative parce que tant qu'on n'aura pas ouvert les travaux, je ne pense pas que quelque chose va se passer. Parce que quand vous voyez... Qu'est-ce que vous pousse à analyser la chose de cette façon-là? Oui, le pouvoir a lancé son processus. Refusion des listes électorales, recrutement des opérateurs de saisie et tout. L'opposition est en train de consulter les chefs d'État qui manifestent leur bonne volonté, mais on ne sent pas véritablement les lignes bouger. Bon, le lundi, il y aura en marge de l'investiture de Georges Weah une rencontre
informel qui sera encore consacré sur le Togo. Et donc, je ne vois pas... Bon, cette information, il semble que ce n'est pas vrai. Non, vous en avez parlé dans votre journal, Fabrice. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est en vue. C'est pas, les gens parlent de mini-sommet, mais moi, je ne parle pas de mini-sommet. Je dis une réunion informelle qui sera, où on évoquera encore le cas du Togo, avant le 23 que le président de l'Union africaine a proposé. Bon, à quoi rime tout ça? Moi, je ne sais pas trop, mais si vous voulez demander mon avis sur le dialogue, oui, je suis très sceptique sur son organisation et sur ce que ça va donner aussi, parce que je ne vois pas véritablement. Moi, j'étais présent quand il y a eu le dialogue intertogolais en 1999. On était presque dans le même registre, on a vu les choses comme ça se passer jusqu'à ce que, bon, on a fini par avoir un dialogue morné avec des accords bidons. On a vu la PG, comment ça s'est passé. Et donc, moi, quand j'analyse tout ça, c'est comme on est dans le même registre aujourd'hui. Et moi, rien ne m'étonne que, bon, à partir de la semaine prochaine, rien ne bouge. Parce que aujourd'hui, si les lignes doivent bouger, tout dépend du régime. Tout dépend du bon vouloir de M. Fogna Singbe, parce que les autres qui sont allés voir les chefs d'État disent, bon, ben, nous sommes prêts à dialoguer, voilà nos exigences, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis bon, on ira à la table de discussion. Oui, mais le président Alpha Condé ne donnera pas 23 janvier s'il n'est pas consulté au chef d'État togolais. Bon, attendons le 23 janvier pour voir si les lignes vont bouger. C'est mardi prochain, c'est pas loin. Oui, et le lundi, ils seront à Morovia, attendons voir si le 23 janvier, ils vont s'amener ici. Oui, bon, oui, je crois que par rapport à cette question du dialogue aujourd'hui, et c'est vrai que ces derniers temps, de l'interview du chef de l'État à Jeune Afrique à son discours de vœux, je crois que l'opposition a compris que le pouvoir est en train de foncer droit. Et à un moment donné, ça ressemble à une situation du genre où vous prendrez le train en marche quand ça vous plaira. Et donc aujourd'hui, on a l'impression, puisque tout est mis en œuvre, le Togo fonctionne plus ou moins normalement, et donc maintenant c'est pour cela même les gens se disent que s'ils ne réagissent pas, on risque de faire les choses sans eux. Bon, maintenant qu'est-ce que ça va donner, ça c'est un autre débat. Maintenant sur la question de peut-être d'une rencontre sur le cas du Togo, vous oubliez que c'est le président togolais reste le président en exercice. S'il doit avoir une situation sur le Togo, ça veut dire que les informations viendront du Togo. Et puis à l'investiture de Georges Weah, il n'y aura pas que le chef d'État ouest-africain, et Alpha Condé également qui n'intervient pas forcément en tant que président, d'un président venant de l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt par rapport à l'Union africaine et tout cela. C'est vrai qu'à chaque fois que les chefs d'État se retrouvent à un endroit comme ça, il y aura forcément des apartés, des discussions et autres, mais dire qu'une rencontre sur le Togo, je crois que pour l'instant elle n'est pas à l'ordre du jour, mais néanmoins il y a une rencontre quand même au niveau des ministres de la CEDEAO, mais ça c'est au niveau de l'ONU, puisque s'il y avait quelque chose franchement à dire sur le Togo, je crois qu'on l'aurait dit au sommet d'Abuja, au dernier sommet d'Abuja, où pratiquement le cas du Togo n'était même pas vraiment à l'ordre du jour comme cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, l'opposition quand même a compris une certaine position, et que peut-être qu'elle ne veut plus laisser peut-être le pouvoir aller seul pour faire certaines choses, et elle insiste à ce que ce dialogue ait lieu. Sur la question des élections à venir. Oui, parce qu'ils sont en train d'avancer, et quand vous prenez, il y a des partis membres de la coalition des 14 qui ne sont pas prêts à perdre un siège à l'Assemblée nationale sur la base d'un boycott. Ces partis sont en train de travailler pour... Il y a des partis qui iront à ces élections-là. Donc je crois que finalement, l'opposition a plutôt compris qu'il faut trouver une porte de sortie plus ou moins honorable. Garder la face devant les militants à qui on a dit beaucoup de choses. Comment on garde la face? Oui, ben attends, quand vous mettez les gens dans la rue, vous leur dites oui, bon, c'est à portée de main, c'est une question de jour et tout cela, il va quitter le pouvoir, on va les chasser par la rue et tout cela et autres. Et puis le temps passe, rien ne se passe, et puis finalement on sent les élections venir. Et gare à vous si vous allez à ces élections-là, alors qu'au même moment vous avez tenu un autre langage à des militants. Et je crois qu'aujourd'hui, ce dialogue dont on parle, il sera l'occasion où les gens auront peut-être la possibilité d'avoir une certaine poudre aux yeux pour dire, bon, nous les avons rencontrés au dialogue, nous avons discuté, on s'est entendu sur ceci ou cela. Sinon, ça va être compliqué, parce que s'ils n'arrivent pas à concrétiser leur projet de faire déguerpir Faure Gnassingbé du pouvoir par la rue, on ne comprendra pas
sur quelle base certains partis politiques qui ont activement participé à cette coalition-là, qui ont également tenu ce discours-là, sur quelle base ils vont s'aligner. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà un précédent par rapport à la présidentielle de 2015, où les gens avaient dit qu'ils n'iront pas si ceci ou ceci ne se passe pas. La question du fichier électoral. Oui, la question du fichier électoral. Et ces derniers moments, c'est soit retourner à la constitution de 92 ou alors il déguerpit. Et aujourd'hui, on n'a pas le retour à la constitution de 92 et ferait toujours au pouvoir. Alors, vous pouvez, ça va être difficile de faire comprendre ça aux militants qu'après avoir dit tout ça là, on organise les élections et vous êtes prêts à y aller. Or, selon les informations que nous avons, il y a des partis à marge de ce qu'on organise comme manifestation qui se préparent à aller au scrutin qui s'annonce, puisque il y a les législatives, il y a les locales et tout cela et autres. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'équation devant laquelle l'opposition est, et il faut qu'il trouve une porte de sortie forcément. Ce week-end, UNIR était dans les rues et UNIR parle, en tout cas les militants ont quand même demandé au président de la République d'activer le processus du référendum aussi. Alors, certains de nos compatriotes ne comprennent pas finalement pourquoi est-ce qu'il faut adopter cette nouvelle posture, le référendum. Oui, gouverner, c'est prévenir. Les Togolais se connaissent très bien. Vous avez vu le développement que Fabrice vient de faire. Ce développement permet au gouvernement de se mettre prêt à tout moment. C'est-à-dire, nous savons que nous avons... C'est une pression supplémentaire sur l'opposition. Non, ce n'est pas une pression, c'est une logique. C'est normal que quand les gens marchent, qu'ils disent, le chef de l'État, si vous l'avez suivi, a parlé de dialogue et au même moment du référendum. C'est plein de sens. C'est parce que aujourd'hui, vous avez vu que les gens sont revenus encore sur des préalables. Alors qu'ils peuvent discuter ces préalables-là lors du dialogue et avoir la solution qu'ils veulent. Mais ils disent, nous voulons ça avant de venir. C'est comme si quelque part, le gouvernement c'est à la traînée de l'opposition qui lui chante tout ce qu'elle veut. Vous voulez qu'on dialogue, bon, nous on veut tant. Tant que vous refusez, on n'ira pas au dialogue. Et quand vous observez ça, c'est un moyen de l'opposition de faire capoter le dialogue. Et si le président de la République, si le gouvernement ne prend pas une posture pour dire que nous irons au dialogue, si on va au dialogue aujourd'hui, quand Fornia Singbe parle du référendum et les militants unis parlent du référendum, si on va au dialogue aujourd'hui et autour de la table du dialogue, les gens s'entendent, Ford ne dira plus allons au référendum. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du dialogue, il sera question de ce que tout le monde peut imaginer. On ne va pas se leurrer. Il y a un avant-projet de loi qui a été introduit à l'Assemblée, qui a été voté aux 2 tiers. La question, donc les gens vont discuter. Vous savez qu'il n'y aura aucun médiateur qui viendra pour discuter du départ de Ford. Immédiatement, comme les gens le disent dans les rues. Il n'y aura pas un médiateur qui viendra soutenir que bon voilà, Ford Gnassingbé, toi, tu ne vas plus aller aux élections en 2020. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas ce médiateur qui dira la loi sera rétroactive parce que les gens peuvent aller au dialogue et dire que nous voulons la Non, les médiateurs, c'est pour jouer la facilitation. Oui, non, j'explique. Oui, bien sûr. À partir du moment où nous savons que ça là, ce ne serait pas possible, ça veut dire que l'opposition, ceux qui ont mis les gens dans la rue, auront de la peine si jamais on se retrouvait et qu'on formalisait ce qui devait être fait depuis septembre, que les gens ont refusé et qu'ils ont mis les populations dans les rues. Quand ça sera formalisé lors du dialogue, vous savez que les gens auront de la peine. Parce que... expliquer ça. Expliquer ça. Tout ce que les gens ont fait là aujourd'hui, Ford n'est pas parti. Tout ce que les gens font là, ils n'ont pas la condition de candidat, même s'ils l'ont autour du dialogue. La crise n'est pas encore terminée. À mon avis, oui. Elle est terminée? Elle n'est pas terminée, la crise n'est pas terminée. Donc, on peut encore attendre. Moi, je crois que la crise est encore devant nous parce que la posture du régime a été, dès le départ, rien ne se passe dans le pays, tout va normalement. On a déjà entendu ça et que bon, tout va pour le mieux, on va sur le calendrier normal des échéances à venir et c'est ce qui est en train de se dérouler. Oui. Et puis, c'est qui travaille, et tout ça. Oui. Pour moi, particulièrement sur la question du référendum, pour moi c'est une incongruité pour la simple raison que un référendum de ce genre, parce que la loi fondamentale, c'est pas une loi comme toutes les autres lois. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple à une élection, on dit vous avez gagné à 51,00%, vous êtes président. Oui. Voilà. Lorsqu'on veut doter un pays d'une constitution, on ne dote pas le pays d'une nouvelle constitution dans
sans avoir élargi la base du consensus dans le pays. Parce qu'une constitution doit être basée sur vraiment un socle solide. On ne va pas faire le forcing pour doter un pays d'une constitution. Donc, ce qui fait que la loi fondamentale, la constitution, n'est pas une loi comme toutes les autres lois. C'est pour ça que dans tous les pays où on doit doter, on doit mettre une constitution en place, on prend soin d'harmoniser tous les points de vue, d'avoir un large consensus avant d'avoir une loi. Parce que c'est la base même du pays. Alors, si le régime pense que, bon, on va forcer pour faire un référendum, parce que, bon, les autres traînent les pieds, ça ne va pas régler le problème. Je suis désolé, le problème ne sera pas réglé. On sera toujours... ça dit qu'on ira au référendum, mais le problème demeurera. Le problème va rester. Le problème va rester. Donc, il vaut mieux essayer de régler le problème une fois pour de bon. On ne peut pas tout régler le même jour, mais de régler ce qu'on peut régler et d'avancer plutôt que de faire de la fuite en avant. Très bien. Je crois que cette loi fondamentale qui est sujet au débat depuis le 19 août dernier, je crois que cette loi de 92, avant qu'on arrive aujourd'hui, 3e mois, elle a eu à être modifiée au moins 2 fois. Je crois que par ces 2 tours, on n'a pas eu besoin de référendum, ça c'est clair. Quand on a tripatouillé en une seule nuit de 2 bons 3 sauts pour que M. Yassimbe Fort devienne ce qu'il est au Parlement, on n'a pas eu besoin de choses. En ce moment, il y avait aussi la même population qui a voté en 92, mais on l'a pas considéré, on l'a piétiné par 2-3 fois. Une fois qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, il ne faut qu'aujourd'hui les gens nous fassent croire que c'est eux qui sont soucieux des bonnes manières, on tient compte de nos bases. Maintenant, par rapport à ce fameux référendum, qu'on le dise ou pas, moi je ne suis pas ici un yarkomètre pour dire que qui mobilise plus que qui. Mais c'est courant maintenant dans le jargon, la yarkométrie, le fait de compter les manifestants. Donc c'est pas moi qui l'invente ici. Donc moi je pense que exactement. Donc moi je pense que quand on regarde la mobilisation qui se fait actuellement, tout le monde a une idée de qui mobilise plus que qui. Pour le moment, on n'est pas encore là pour voir qui est plus fort que qui. Mais apparemment, c'est le cas où les gens ont des difficultés à mobiliser, qui réclament le référendum. Le référendum, c'est un vote. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça là, nous on a dépassé ça. Le Togolais est déjà a dépassé ce mécanisme-là. Donc, ceux-là qui ont des peines, même dans leur dispositif fief, Ankara et autres, ils ont de la peine à mobiliser. C'est eux qui s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis, allez les battre là, le Togolais a déjà dépassé ça. Parce que les gens ont une machine toute faite, huilée, permanemment présente de fraude, ils comptent sur ça pour envoyer les autres à l'abattoir. Le Togo a dépassé ce je voulais rebondir sur... Oui, je crois que le consensus dont parle Ferdinand, effectivement, pour une constitution, il faut essayer quand même d'avoir un certain nombre de garanties, de la chance pour pouvoir faire passer la loi. Oui, mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation du genre... Moi, je crois que la logique dans laquelle le pouvoir est, c'est que on a fait l'étape de l'Assemblée nationale où ça n'a pas abouti. Et même quand on se retrouve au niveau du dialogue, même si les acteurs politiques appelés à ce dialogue s'entendent sur le test, je crois que jusqu'alors, le fait de s'entendre, ce n'est pas encore une loi. Non. La Constitution n'est pas encore modifiée. Donc, après cela, maintenant, il y a deux scénarios. Soit on peut faire marche arrière pour revenir la relecture à l'Assemblée nationale, et là, bon, je crois qu'à ce niveau, peut-être Rabi sera satisfait, puisque ça va équivaloir à toutes les modifications qu'on a eues. Mais, ou alors, on avance vers le référendum pour avaliser le test. Je crois que c'est les deux situations, puisque le dialogue ne suffit pas pour avoir la modification constitutionnelle. Le dialogue, peut-être, c'est pour que les acteurs puissent s'entendre sur un certain nombre de choses et maintenant arriver à la modification du test. Oui. Juste une minute. Non, c'est pour dire à Abi Alpha qui disait qu'il y a une machine qui s'organise pour donner les suffrages aux gens comme elle le veut, et lui dire que bon, donc ceux qui sont dans les rues et qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, ce fut cette machine qui leur a donné ce qu'ils sont. Si j'étais à leur place, je refuserais d'être, qu'on me dise que j'ai été élu
quand je sais que c'est une machine qui fabrique, qui m'a dit que je suis député, je ne serais pas allé à l'Assemblée. Ceux qui sont là-bas actuellement auraient pu être plus nombreux s'il n'y avait pas cette machine. Ils auraient pu refuser. Ceux qui sont députés aujourd'hui et qui sont dans les rues auraient pu refuser qu'on leur donne le suffrage et qu'ils disent... C'est ce refus-là qui vous a toujours arrangé. Non, même pas. Alors, il y a un autre sujet rapidement, en 3 minutes, on va l'évoquer, Ferdinand, c'est par rapport donc au statut de Jérusalem. C'est vrai que la dernière fois, on a évoqué le sujet, on craignait quelque chose, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est en train d'arriver. On est allé chercher des histoires pour rien, avec cette histoire de vote de l'État d'Israël. Depuis quelques jours, on a appris que la Banque islamique de développement, dont le Togo est membre depuis 1998, a envoyé un courrier au gouvernement togolaise pour suspendre un certain nombre de projets en réaction à ce vote-là. Et donc nous avons appelé hier le ministre, on a appelé le ministre des RTP parce que c'est le secteur le plus affecté pour en savoir plus. Bon, il nous a dit il faut aller voir le ministre des Finances, c'est lui qui peut nous répondre, mais lui n'était pas joignable. Et donc nous avons relayé ça ce matin parce qu'on apprend qu'il y a une mission spéciale qui doit monter sur Jeddah pour aller essayer de régler, parce que c'est quand même beaucoup de milliards qu'on va perdre, parce qu'il y a... plusieurs projets, il n'y a pas que la BID, il y a le fonds koweïtien, il y a le fonds Abu Dhabi, il y a le fonds saoudien, il y a la BADEA. Et donc vous voyez par exemple la route à Reposo à Néron, c'est 6 milliards avec des composantes sur l'érosion côtière. Oui. On risque, c'est des projets qu'on doit commencer maintenant, ça risque d'avoir des problèmes. La route Sokodé Bassa, Kachamba Nali, Kachamba Sadori, tout ça, et dans cette zone. Il y a des fonds pour l'enseignement supérieur, et que ces fonds arabes ont donné 5,9 milliards pour l'enseignement supérieur pour les 2 universités. Il y a des fonds pour la finance inclusive. Il y a énormément de fonds, plusieurs centaines de milliards qu'on risque de perdre. Donc ils sont mécontents. Hein? Oui, ils sont très mécontents parce qu'ils ont trouvé le vote du Togo comme un affront. Le Togo aurait pu s'abstenir au moins et atténuer la situation, mais là ce qui se passe est chaotique aujourd'hui, c'est catastrophique, surtout que nous sommes dans un contexte économique très difficile. Oui. Aujourd'hui, à la fin de l'année, on a perdu plus de 60 milliards de recettes au niveau de l'OTR. Nous sommes un pays placé à haut risque par le FMI actuellement. On a des difficultés à mobiliser de l'argent pour le trésor, et donc quand ces genres de nouvelles arrivent, il faut dire que ça sent la catastrophe. Et puis en plus, le pouvoir en cherchant ces fonds aussi, c'est à des raisons politiques, parce que il y aura une campagne législative qui viendra prochainement, les gens vont surfer sur ça pour se faire élire député, et puis il y aura une campagne présidentielle en 2020. Alors s'ils perdent ces financements là, ça va être vraiment la catastrophe. Très bien. Je crois qu'il fallait s'attendre à ça, et je ne pense pas que le Togo ignorait tous ces détails là avant. On a analysé. N'oubliez pas aussi que les États-Unis ont dit bon, tous ceux qui vont aller contre eux, nous aussi nous allons couper. Donc bon, de toutes les façons, c'est-à-dire que quand deux géants s'affrontent, c'est vrai que ce qui saute aux dieux, c'est l'abstention qui aurait, c'est-à-dire quand deux grands s'affrontent, il vaut mieux ne pas se mêler, ne pas prendre position. Même je me dis que le Togo a fait des calculs, ils vont perdre peut-être du côté des banques islamiques et autres, mais du côté peut-être c'est la diplomatie. Puisque pour l'instant aussi les États-Unis, on ne sait pas ce que le Sénégal et les autres pays qui ont fait, le Nigeria, tout ça, ce que ça va leur coûter. Donc maintenant on fera le bilan pour voir, en perdant les fonds arabes, qu'est-ce que l'Israël et les États-Unis pourront apporter au Togo. Afin, on verra si on a gagné ou on a perdu. L'Israël a déjà annoncé ses intentions par rapport à ça. Hein. Il donnera quelques billets à ces pays qui ont... Justement, donc c'est des calculs. Mais c'est pas beaucoup d'argent. Ce matin, j'ai lu sur le Republic of Togo, je crois que c'est pour contrer les informations qui sont sorties, puisque celui qui gère le Republic of Togo est pro-israélien, Bruno Finel, qui dit que Israël apprend au Togolais à cultiver de la tomate et des concombres. Je dis mais attendez, moi quand j'étais petit je cultivais les concombres et les épinards à la sourate, donc il ne faut pas que des gens viennent nous raconter des histoires. Sourate, ça n'existe plus, on a déjà vendu tout ce terrain là. Abi. Ouais, je crois que quand un chien avale un os, il doit pouvoir compter sur son anus. C'est devant cette situation qu'on est. C'était un défi qu'on a allé lancer. Ouais, et il faut être prêt pour encaisser. Parce que quand tu regardes, tu sais, je vous disais avant-hier ici que le Togo est membre de l'OCI, Organisation de la Conférence islamique, depuis le moment où Daougou Péré était au Parlement. Et Daougou Péré s'est un peu opposé. Et ça fait partie du début de la brouille entre Daougou Péré et Adema.
parce que ça tenait à Yadma pour que le Togo soit membre. Finalement, le Togo est membre. Et l'adhésion à cette instance choses internationales ouvrait la voie à beaucoup d'avantages. Les fonds arabes, les fonds cohésion, les fonds, tout ce que vous connaissez, qu'on le veut ou pas actuellement, c'est très facile d'énumérer les grands avantages en termes de chiffres. Ce que tu vas voir que entre temps, un consulat a été ouvert à Jeddah, l'Arabie Saoudite, donc avec d'autres pays. Le consul là-bas est plénipotentiaire. 2 ans après, une ambassade est ouverte au Koweït. Il y a Ouro Sama qui est là-bas, l'ancien DC du ministère du Commerce. Donc ils savent qu'il y a beaucoup d'avantages. S'ils sont allés maintenant défier les Arabes, le milieu musulman, bon, tant mieux. On pense qu'ils vont savoir plein de choses. Moi, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je dis seulement que le Togo a joué sa diplomatie et le Togo saura jouer la même diplomatie pour corriger le tir. Messieurs, merci beaucoup. Tchénéo Arimiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion, Ferdinand Haïté, l'Alternative, Fabrice Petezi, le libéral, Abi Alpha, le rendez-vous. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Eric Gatton. Merci à Francis qui a assuré la coordination technique. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bon week-end. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.